Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de mon avis sur la saga La Faucheuse. On a d'abord la saga, le tome numéro 1, donc La Faucheuse, le tome numéro 2, Thunderhead, voilà, et le tome numéro 3 et dernier qui est sorti en 2019, Le Glas. Je vous en avais parlé lors d'une de mes lectures pour le Plip 2018, je vous remets la vidéo juste ici au-dessus. J'ai moi-même été re-regarder la vidéo que j'avais postée pour me dire tiens, est-ce que j'ai changé d'avis et tout ça. Et globalement, la vie est toujours très très bon. Je vais en parler un peu maintenant. Dans le premier tome, on va découvrir l'univers de la Faucheuse. C'est un univers post-apocalyptique dans lequel les hommes ont vaincu la mort en fait. Et donc l'intelligence artificielle qui domine le monde et qui le fait avec grande bienveillance s'appelle le Thunderhead et il est en fait le Cloud qui va en fait diriger à peu près les aspects principaux de la vie des gens. Les gens à cette époque-là n'ont plus besoin de travailler, les gens peuvent travailler comme loisir parce que ça donne un sens à leur vie, mais ils ne sont plus obligés. Le Thunderhead gère les ressources de manière équitable pour que chacun puisse y trouver son compte, etc. Et comme le Thunderhead ne tue personne, les hommes ont mis en place une communauté de faucheurs dans laquelle en fait le Thunderhead n'a aucun pouvoir, aucune juridiction, donc le pouvoir final reste entre les mains des hommes et qui ont commencé à 7, je crois il y avait 7 fondateurs et la communauté des faucheurs est régie par des grands faucheurs, etc. Voilà. Donc on a encore un système où c'est l'homme qui a la main mise, même s'il a délégué finalement une partie de son pouvoir à l'intelligence artificielle, qui des fois est un peu coincée avec le fonctionnement de cette communauté parce qu'il n'approuve pas toujours ce qui est proposé. Dans le tome 1, on va suivre l'intronisation, l'apprentissage en fait de deux jeunes faucheurs qui s'appellent Citra et Rowan, un garçon, une fille, enfin une fille, un garçon dans ce cadre-ci. Et je disais dans ma première vidéo que j'étais un peu fort marquée par le fait que c'était des ados très clichés, très stéréotypés, du type des États-Unis des années 2000, voilà. Alors qu'on est bien plus tard, on n'a même plus d'ailleurs d'années, on a juste les noms. Chaque année porte un nom. L'année du Cobra, l'année du Bouquetin, l'année du Raptor, etc. Donc on ne sait pas exactement quand ça se trouve, mais on sait que c'est bien après le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Et donc ce qui est vraiment top dans le premier tome, c'est qu'on va découvrir tout l'univers du Thunderhead, l'apprentissage des faucheurs, etc. avec ces deux personnages, avec les dilemmes en fait qui les traversent eux aussi, parce qu'aucun des deux n'a vraiment envie de devenir faucheur. C'est pas vraiment une profession qu'on adore faire, parce qu'il faut glaner des gens. On ne parle plus de tuer dorénavant, mais de glaner. Il faut glaner des gens et donc ça implique quand même de les tuer. Et donc on a 1 million de possibilités pour tuer des gens. Et c'est à eux de définir leurs victimes, ils doivent avoir un certain quota par année, ils doivent glaner autant de personnes, ils doivent respecter aussi une proportion de autant d'asiatiques, autant de noirs, autant de machins, enfin bref, pour pas faire preuve de racisme. Il y a un tas de trucs comme ça. Et on va suivre donc l'évolution de deux jeunes faucheurs, enfin de deux jeunes apprentis, qui vont devoir à un moment donné s'affronter parce qu'un seul des deux pourra être intronisé faucheur. Et c'était plutôt déjà rondement bien mené, je trouve, rondement bien mené. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2 m'avait laissé un peu plus pantoise parce que là on a un peu laissé de côté les personnages qui étaient hyper intéressants dans le tome 1, je trouvais, surtout les faucheurs adultes qui représentent finalement certaines factions, certains idéaux finalement de société qui étaient vraiment plutôt bien amenés ici. Le méchant de l'histoire en fait est un personnage qui est assez décrit finement, je trouve, à travers ses journaux, son journal de faucheur qui sont rendus publics en fait dans ce tome-ci. Ici c'est le Thunderhead qui est élevé finalement au rang de personnage. Ça, je trouvais ça intéressant comme concept, mais j'avais pas plus accroché que ça. On sent, je trouve, que c'est un peu un tome de transition. Et c'est un peu plus lent en termes d'action, c'est un peu moins évident à mettre en place, même si il y a des éléments qui sont mis en place dans ce tome-ci qui sont hyper nécessaires pour le 3.
Et donc j'ai lu le 3 et j'ai terminé il y a quelques jours en fait. Et donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui, tant que mes souvenirs étaient encore frais, parce que ce dernier tome aura vraiment été une belle réussite. Je trouve que c'est pas facile dans le cadre d'une trilogie de fantasy, de SFFF ou quoi que ce soit, où on a souvent le tome 1 qui met l'action en place, qui est hyper aventureux, qui pose des choix forts, etc. Le tome 2 qui est des fois un peu plus un tome de transition. Ici, il m'a pas vraiment beaucoup marqué ce tome-là, je vous avoue. Même si c'est intéressant de voir comment le Thunderhead pense, c'est quoi les principes qui prévalent dans son mode de fonctionnement, etc. La fin du tome 2 est énorme, on a juste envie de lire le 3. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté le numéro 3, parce que dans la deuxième partie de l'histoire ici, on continue l'histoire de Citra et Rowan, qu'on avait laissé dans le tome 1 et vraiment c'était vraiment top. Donc on continue l'histoire ici. Malgré tout, la première partie du bouquin est très très lente, je trouve, et la chronologie, c'était un truc de fou. C'est un peu brainfuck parce que on mélange les années en fait. Et donc moi qui faisais typiquement pas attention à quelle année on était, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'année du bouquetin, l'année du cobra, l'année du raptor, en fait, moi ça ne voulait rien dire et j'étais pas spécialement attentive à ça jusqu'au moment où je me suis rendu compte que les éléments, c'est les événements qu'on nous racontait dans la première partie du livre, en fait, étaient des événements racontés dans le désordre chronologique. Et là je me suis dit, waouh purée, pourquoi avoir tellement compliqué l'histoire de ce troisième tome? Je sais pas trop. Moi j'ai l'impression qu'on aurait pu les raconter dans l'ordre et que ça aurait pas été un problème, que le lecteur aurait toujours autant apprécié l'histoire, parce que moi je crois que je l'aurais apprécié. Il voulait peut-être donner une dimension particulière à son histoire en faisant des espèces de flashbacks, des trucs dans le futur, enfin bref. Moi c'était bof, voilà, je peux trouver ça utile vraiment à l'histoire. Surtout que dans la première partie, c'est très lent. La deuxième par contre est beaucoup plus dynamique et on retrouve en fait vraiment de l'action et on sent que le livre va se terminer. Et la fin, moi personnellement, m'a beaucoup plu. Donc c'était la fin que j'avais imaginée. Et il y a quand même des rebondissements jusqu'au bout. Il y a quand même des personnages qui continuent d'évoluer, même si c'est un peu mon regret pour ce tome-ci finalement. C'est le fait que les personnages n'aient pas tant évolué que ça. Et je suis un peu déçue par rapport à ça dans la mesure où on avait décrit, je trouve, avec plus de finesse les adultes dans ce tome-ci. Voilà. Et maintenant, le méchant dans ce tome-ci est vraiment devenu méchant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de personnage gris, on n'a pas de complexité en termes de narration, d'écriture plutôt, pas de narration mais plutôt d'écriture du personnage. Et ça je suis un peu restée sur ma faim parce que je trouve qu'il était bien mieux travaillé avant. Et là on s'est dit, oh c'est pas grave, on va bâcler la fin, on va un peu grossir les traits, comme ça c'est le méchant, on sait qu'il faut le détruire, etc. Alors qu'avant il était quand même assez lucide, je trouvais, ce mec. Globalement ça a été donc une très 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 bonne découverte. J'ai beaucoup aimé ces 3 tomes là. Un truc que j'ai moins aimé dans ce tome-ci, ça peut vous paraître un petit peu dérisoire, mais la manufacture, la facture de ce livre est quand même beaucoup moins bonne que les précédentes. Je sais pas si vous allez voir. J'ai des gros traits ici sur la tranche. Je trouve que c'est de moins bonne qualité. Je sais pas ce que Robert Laffont a fait ici, s'ils ont dû rogner sur certains coûts d'édition et d'impression, mais je suis assez déçue globalement de la qualité de la couverture, mais à part ça vraiment vraiment super. Il pose aussi beaucoup de questionnements, je trouve, dans ce tome sur la place de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a raison finalement de voir l'homme vouloir se décharger de toutes ses responsabilités comme ça sur Terre et de faire confiance à une intelligence extérieure? Voilà, je trouve que il y a vraiment beaucoup à réfléchir sur des thématiques actuelles, sur la place que l'homme doit prendre dans sa société, sur l'empouvoirment finalement qu'il peut avoir sur son propre destin, sur sa propre communauté, l'impact qu'une personne peut avoir dans le monde dans lequel on vit actuellement. Donc c'est pas juste une saga fantasy jeunesse, young adulte, non, je trouve que ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est pour ça que même si vous êtes adulte, je vous la recommande parce que c'est vraiment un livre qui peut vous amener tout à fait à réfléchir là-dessus.
Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu les tomes 1, 2, 3, 1 et 2, juste le 1 peut-être, de La Faucheuse, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, je serai toujours ravie de discuter de ça avec vous. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!